Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, dans cette interview que tu vas regarder juste après cette petite introduction, je vais te présenter un praticien un peu différent de ce que tu as l'habitude de voir. Si tu es praticienne en thérapie brève et en médecine douce, en hypnose, en PNL, en sophrologie, en méditation, donc tu vas peut-être découvrir un personnage assez atypique, avec une démarche assez atypique aussi. Alors, comme à l'accoutumée, le, mon invité n'est pas du tout au courant des questions que je vais lui poser, et c'est le format de ces interviews-là. C'est comme ça que c'est cette démarche-là en fait que je veux, euh, cette expérience que je veux répéter un maximum de fois. Pourquoi? Parce que ça sort du cadre et puis la personne ne s'attend pas forcément à ces questions-là. Donc on a des questions et des réponses plutôt beaucoup plus naturelles et beaucoup plus créatives. Donc je te laisse tout de suite avec mon invité. Et si tu es sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de laisser un petit commentaire et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos, toutes les notifications prochaines, futures, qui vont t'aider à développer ton activité. Je te dis à tout de suite avec mon invité. Frédéric Vincent, bonjour. Salut Salim. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon appel. Alors, c'est un appel qui vient de très loin parce que tu es à l'île Maurice et que je suis à Avignon. Alors, pourquoi je t'interviewe? Question essentielle, parce que tu es quelqu'un de singulier. C'est quelque chose que je t'ai dit en off avant de commencer. Je considère que ta démarche est singulière et c'est une démarche qui, éventuellement, pourrait intéresser énormément de personnes et dans le monde de la thérapie et en dehors du monde de la thérapie parce que ta méthode, la méthode que tu as développée, permet d'accompagner les personnes qui ne sont pas thérapeutes et aussi de donner aux thérapeutes, de permettre aux thérapeutes d'avoir des outils ou une méthode, disons, plus efficace et plus pertinente. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots? Ouais, alors je m'appelle Frédéric Vincent, je suis créateur du Zéro Mental, je suis spécialiste du changement rapide et donc expert en déshypnose. On reviendra peut-être sur la notion de déshypnose ensemble. Voilà, Alors j'ai oui, commencé mon je te- parcours il y a bien longtemps. J'ai commencé en fait l'hypnose dite ericksonienne en 2005. J'ai formé sur des méthodes type changement rapide entre 2008 non, pardon, ouais, si, entre 2008 et 2015, dans une grande école d'hypnose française. J'ai également formé dans cette même école pas mal de personnes en auto-hypnose sur des rendez-vous mensuels sur des thématiques de développement de soi, de, de recentrage, etc. Et mon parcours, en fait, il a commencé finalement 10 ans avant de commencer l'hypnose ericksonienne, où j'ai travaillé intensément sur la notion de ce que j'appelle aujourd'hui le point zéro. Et cette fois, de façon tout à fait autodidacte. Grosso modo, je ressentais le besoin de dépasser mon mental et tous les conditionnements émotionnels, réactionnels qui pouvaient être liés à ça. J'ai remarqué que moins il y avait de pensée entre moi et l'instant présent, plus je me sentais bien. J'ai suivi le chemin d'un instant sans penser, puis j'ai eu des expériences intenses, dites zéro mental absolu, et que certains vont appeler des états dits d'éveil. D'accord. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que je me considère comme un éveillé, mais en tout cas, j'ai cherché à reproduire ça d'une façon très intense tout au long de ma vie. Donc, j'ai développé beaucoup de techniques pour retoucher ce point zéro. Et puis, au final, j'ai fusionné l'hypnose thérapeutique et le point zéro, ce qui donne aujourd'hui le zéro mental. Alors moi, ce qui m'a interpellé le plus dans ta façon de travailler, dans ta démarche, c'est le zéro. Euh, alors, est-ce que c'est un concept philosophique ou est-ce que vraiment il y a une prise dans la réalité? Parce que quand tu dis zéro, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Ça peut dire rien et ça peut dire aussi le point de départ ou le point de. Alors, comment t'es arrivé déjà à nommer cet instant que tu nommes d'ailleurs, que tu expliques, cette intuition que tu as eue sur cet état zéro, entre guillemets. Comment le nom est venu, en fait? Comment ce concept est né? Justement, justement, allez, 10-12 ans après avoir démarré tout ça, et donc à peu près 2 ans après avoir démarré l'hypnose thérapeutique, je me suis dit, mais comment je peux appeler cette démarche de ce que j'ai fait depuis tout ce temps, en fait. Et j'ai cherché
un mot, un nom qui puisse représenter tout ça. Et est venu à un moment donné le mot zéro, le nom zéro mental. Pourquoi zéro? Parce que c'est l'absence totale, c'est l'annulation totale. Tu vois, tu m'avais écrit un message en disant oui, c'est là où il y a le moins. Le zéro, c'est la version minimale d'un élément. Mais non, en fait, c'est l'absence totale, c'est l'annulation totale d'un élément. Alors, Alors, ça ne veut pas dire que l'élément que tu annules. je précise une chose. Ouais. Ça ne veut pas dire que le zéro mental, c'est ce que certaines personnes croient, que le but du jeu, c'est de couper sa pensée et basta. C'est beaucoup plus que ça, le zéro mental, hein, bien sûr. Mais la souche même, la racine même de tout ça, ça part de cette expérience qui, du coup, après, a recadré énormément de choses de la pratique de l'hypnose. Pardon, ta question, c'était là, tu allais me dire quelque chose. J'ai oublié ma question, mais je pense qu'on est toujours dans le même bain. Ce qui est intéressant, c'est que tu nous expliques aussi comment tu es arrivé, comment s'est passée cette première expérience. Parce que j'ai l'impression que c'est une intuition que tu as eue. En fait, c'est pas, je sais pas. Alors, il y a eu un appel, ça c'est sûr. Une intuition, je suis pas sûr, mais en tout cas, il y a eu un besoin d'éliminer, de compresser, d'éliminer le mental, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, il y ait une sorte de… Tu vois, j'aime bien me le représenter ainsi. On a le Big Bang, c'est-à-dire l'univers en expansion. Et là, c'est comme revenir dans une forme de ce qu'on pourrait appeler un Big Crunch, c'est-à-dire faire revenir tout l'univers mental en un seul point, jusqu'à ce qu'il s'annule, en fait. Et à ce moment-là… Comment ? C'est une sorte d'implosion. Ouais, on peut appeler ça comme ça, une sorte de retour à zéro. Et donc, quand tu parles de zéro, je pense que c'est la zone avant même que tout démarre. La zone avant même que le mental démarre. Alors, quand on parle de cette parce que ton travail s'évertue justement à revenir, si tu veux, c'est un travail de pisteur finalement, de remonter le temps, pour remonter l'espace, pour revenir en fait à cet état initial. Alors, est-ce que cet état initial est un état initial dans l'absolu pour tout être humain, ou est-ce qu'il est initial dans le sens où tu reviens peut-être à l'enfance? Est-ce que ça a existé avant? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on découvre par antagonisme? C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis clair. Si, c'était clair. C'est un état qui est initial et qui est propre à chaque être humain dans le sens universel. C'est-à-dire, c'est le point zéro, c'est le même pour toi, c'est le même pour moi, c'est le même pour tous ceux qui nous écoutent. Le point zéro, c'est vraiment la zone initiale. Et par ailleurs, le zéro mental n'invente pas cette zone-là. C'est quelque chose qui est communiqué depuis la nuit des temps à travers de nombreux courants philosophiques, religieux, spirituels. D'accord. Et il se passe quoi dans cet état zéro? Il se passe quoi de vous? Alors, c'est difficile de dire il se passe quoi dans cet état zéro, puisque à chaque fois que tu le rencontres potentiellement, il ne se passe pas forcément les mêmes choses. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a une désidentification du corps physique et du corps mental. Il y a une désidentification, ou plutôt une annulation, si tu préfères, du rêve de l'individualité. Du rêve d'être un individu qui agit dans le monde. Et là où on peut d'habitude avoir l'impression d'être dans le monde, dans ce point zéro, on se rend compte que le monde est à l'intérieur de nous. Que nous ne sommes pas dans le monde, mais que c'est le monde qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est une façon de parler des croyances qu'on a? Des représentations qu'on a? Parce que quand on parle de monde, généralement, ce n'est pas le monde, c'est notre monde. C'est notre vision de ce monde. C'est ça. Et justement, c'est là tout le débat parfois qu'il peut y avoir, parce que certains croient justement que cet état zéro, c'est une croyance, alors que c'est un état qui se manifeste une fois que toutes les croyances sont tombées. C'est un état où on ne sait plus en fait. C'est un état où il n'y a plus de limites, plus de frontières, et du coup, plus de croyances, plus de filtres de perception, même si c'est momentané, hein, mais au moment où c'est là, on est dans ce qu'on pourrait appeler l'insondable, l'inconnaissable, l'indéfinissable. Donc, du coup, ça corrobore avec tout ce qui est dit. Alors, tu vois aussi, on dit souvent tout commence par le verbe ou tout commence par une croyance. Et une des baselines du zéro mental, c'est de dire, OK, tout commence par une croyance, mais qu'est-ce qu'il y a juste avant la croyance?
Et c'est là qu'on revient à cette zone zéro. Je précise quand même qu'on travaille dans le zéro mental sur le point zéro, mais il n'y a pas forcément, encore une fois, la même expérience pour chacun et il y a des niveaux d'intensité, il y a des niveaux de, entre guillemets, d'immersion dans ce point zéro, des niveaux de prise de conscience qui n'ont pas la même intensité en fait selon les individus et dans la façon dont c'est abordé. Donc, on aime à parler de zone zéro et c'est pour ça que le point commun de tout ça, encore une fois, c'est de revenir en amont des croyances racines de qui tu crois être et de ce que tu crois être le réel, qui sont effectivement, comme tu viens de le dire, uniquement un ensemble de systèmes, de croyances, de filtres hypnotiques, de distorsions de la réalité. Alors, dans ce cas-là, la question qui me vient à l'esprit, c'est que est-ce qu'on déconstruit toute la croyance? Parce que dit comme ça, si tu veux, de manière absolue, ça voudrait dire que toutes nos croyances ne sont pas bonnes. Ou est-ce qu'on garde quand même quelques croyances qu'on a qui peuvent correspondre à ce qu'on est? Là où on va attirer ton attention si on pratique que le point zéro, parce que le zéro mental pratique aussi, comme en hypnothérapie, on va s'amuser à changer nos croyances, à demander à la personne quel type de croyance elle veut à la place, etc. Le zéro mental ne va pas te dire que les croyances ne sont pas bonnes ou quoi. On va vraiment s'attaquer, entre guillemets, aux croyances illusoires de qui nous croyons être. C'est-à-dire la question qui canalise d'habitude la spiritualité dans les grands courants philosophiques et religieux ou spirituels, c'est qui suis-je? C'est retrouver ce que nous sommes au niveau le plus profond. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment recadrer un maximum de croyances pour pouvoir revenir à ce qu'on va appeler la présence, le soi initial, le non-né. C'est un soi qui est alors, c'est paradoxal parce qu'il est en même temps intemporel, mais il est en même temps présent. Alors, la question que j'aimerais te poser, c'est parce qu'en fait, quand tu me parles de cet instant, de cette zone de zéro, il y a quelque chose qui me souffle, en fait, une autre idée. En fait, je ne pense pas au zéro. Tu me diras si c'est quelque chose qui est dans ta démarche ou pas. C'est tout sauf le zéro, finalement. Parce que le déconstruire et finalement virer, balayer toutes les distractions, on va dire, en termes de croyances, tout ce qui gêne finalement la découverte de soi, finalement, au-delà de ce point zéro, il y a tout. En fait, il y a la personne, elle, ce qu'elle est réellement, intérieurement. Et est-ce que ça correspond à ça, finalement? Quand on arrive à ce point zéro, c'est parce que tu parlais de l'être, du soi, du vrai soi, contrairement à un faux soi, tu vois, qui pourrait être d'ailleurs, dont les émanations seraient les croyances qu'on a sur le monde. Finalement, est-ce que le point zéro ne serait pas une manifestation du vrai soi? Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'absolu. Donc, quand on parle de zéro, on parle de zéro mental. D'accord. Hein, on ne parle pas du zéro univers ou du zéro matière ou du Physique, zéro, tu vois ce que je veux dire? On parle du zéro mental tout simplement parce que le mental, c'est vraiment le filtre hypnotique le plus puissant qui nous hypnotise en permanence et c'est seulement dans le mental qu'on peut y trouver toutes nos illusions. Si tu enlèves le filtre mental, alors tu rentres dans le réel. Pourquoi? Parce que le mental n'est qu'une somme, un agglomérat d'imaginaire, un agglomérat d'éléments virtuels et c'est la seule chose qui peut nous séparer du réel. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu nous expliques aussi quand, dans la pratique que tu as de cette méthode-là, quand tu arrives à faire, à accompagner les personnes à atteindre leur point zéro, ce point-là, comment ça se passe après dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'on s'interdit de réfléchir? Est-ce qu'on s'interdit d'avoir un mental? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'interdire. Humainement, on est censé réfléchir tout le temps. Le cerveau est tout le temps en train de réfléchir, de jauger, de juger, de peser. C'est la fonction même du cerveau. Comment se passe après l'après point zéro? Ok. Alors déjà, ta question elle est importante pour plusieurs raisons parce que en fait, le point zéro que je t'ai décrit, c'est, je dirais, l'expérience première qui a mené au zéro mental et a mené à recadrer énormément de choses de la pratique de l'hypnose thérapeutique. Mais en même temps, ce n'est pas l'expérience unique
qu'on va rechercher. D'ailleurs, les gens qui viennent en consultation, aujourd'hui, si on parle par exemple des praticiens zéro mental qui se forment en ce moment ou qui sont formés depuis quelques temps, moi, je ne les encourage pas spécialement à générer du point zéro chez les autres. Je leur propose d'abord de commencer à générer du point zéro chez eux en tant que praticien pour retrouver cette zone dans laquelle il y a énormément de vertus qu'on peut appeler une zone témoin de la thérapie qui se fait d'elle-même, une zone de présence thérapeutique. Donc le point zéro aujourd'hui, il sert davantage aux praticiens parce que ça va infuser dans la thérapie d'une manière que je viens de préciser, mais également au niveau des systèmes de croyance du praticien. Ça, c'est juste pour faire un bref résumé de ce que le point zéro apporte. Mais encore une fois, le zéro mental, ce n'est pas que le point zéro. Hein, je précise, là, tu me branches là-dessus, je te réponds là-dessus, mais ce n'est pas que ça. Et ensuite, dans les demandes des gens en général, il y a très peu de personnes qui viennent en consultation pour dire « Salut, je voudrais retrouver ma nature véritable ». Salut, je viens pour du point zéro. Les gens, ils ne viennent pas pour ça. Les gens, ils viennent. La question que j'allais te poser juste après, c'est-à-dire que les gens viennent nécessairement, non pas avec une introspection, on va dire, méditative, non, ils viennent avec un problème, ils viennent avec un blocage. C'est ça. Donc, les gens, ils viennent avec une peur, comme tu dis, un blocage, un comportement qui n'est pas OK, une souffrance, etc. Et ce qu'ils veulent, c'est retirer ça. Donc, nous, en tant que praticiens zéro mental, on va utiliser toutes les techniques qu'on connaît pour pouvoir les y aider en un maximum d'effets en un minimum de temps. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, je ne peux pas te dire que en fait, tous ceux qui viennent en consultation zéro mental, on les balance dans le point zéro. Pas du tout. D'ailleurs, ce ne serait pas du tout OK de le faire s'ils n'en avaient pas, je dirais, le désir et la recherche, parce que c'est effectivement quelque chose qui peut recadrer énormément. Donc, par contre, tu peux me dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe pour les praticiens zéro mental qui vivent ça ? Ça, oui, là, je peux te répondre. Les gens qui sont en séminaire et qui travaillent sur le point zéro, ils vivent des expériences de point zéro. Alors, encore une fois, ils ne vivent pas tous les mêmes types d'expériences. Mais oui, ça recadre beaucoup leur perception. Je crois qu'il faudrait les interroger là-dessus. D'accord. Et du coup, c'est intéressant parce que tu parles de zone de présence thérapeutique. Est-ce que ça permet, justement, en atteignant, si tu veux, en s'approchant de cet état zéro, on va dire, de moins déborder sur le consultant, de moins d'éviter les transferts, d'éviter les croyances qui peuvent aussi contraindre, quelque part, dans un mauvais sens, la thérapie en elle-même. Est-ce que ça permet de… C'est absolument ça. C'est-à-dire que ça, c'est une aide vraiment très profonde, très intense, pour faire prendre conscience au praticien qu'à la base, il est dans une hypnose mentale hyper profonde, que son client aussi, et que du coup, plus tu es conscient de ton rêve, plus tu es en mesure de le diriger ou d'en être vigilant. Et les praticiens zéro mental font tout un travail pour éliminer toutes les croyances qui pourraient obstruer ou ralentir la thérapie. J'aimerais revenir sur une expression que tu viens de balancer, mine de rien, celle de l'hypnose mentale. Alors très souvent, quand tu sais qu'en tant que praticien en hypnose, quand tu parles d'hypnose, ça tourne autour de la dissociation. Le fait de dissocier le conscient, le mental, avec ce réservoir en fait symbolique, ce réservoir, cette profondeur en fait du subconscient. Est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction à parler d'hypnose mentale? Qu'est-ce que tu entends par hypnose mentale? Alors, je ne sais pas où serait la contradiction, mais en tout cas, quand on prend un groupe de personnes, que ce soit, admettons, sur 100 personnes, tu vas leur expliquer qu'ils sont déjà hypnotisés par leurs problèmes et que leur mental les hypnotise en permanence entre le passé, le futur et l'interprétation du présent. Si tu n'as pas 99% des gens qui comprennent, tu en as 100%. C'est-à-dire que les gens, ils sont très au clair sur le fait qu'ils sont déjà hypnotisés par leur mental. Là où ils n'étaient pas tout à fait très au clair sur le fait que quelqu'un pourrait éventuellement un jour les mettre sous hypnose. Concept auquel moi, j'adhère pas du tout. Voilà. Donc, les concepts de dissociation, OK, ils sont bien sur le papier. C'est quelque chose qui se répète régulièrement, mais la dissociation de quoi? Dissocier quoi entre quoi et quoi? Qu'est-ce que la dissociation? Il y a des personnes, par exemple, qui croient que revenir au point zéro, c'est de la dissociation par rapport au corps.
alors qu'en fait, nous, on parle de réassociation à nous-mêmes. Donc, tu vois, ça dépend du point de vue. Moi, je suis désolé. Si je suis identifié à quelque chose qui n'est pas moi, Mhm. je suis dissocié de ce que je suis. Là où d'autres vont considérer que je suis associé au corps. Donc, en fait, tout Ouais. dépend du point de vue sur lequel on part. Du coup, l'hypnose, si tu veux, ce que tu appelles hypnose mentale, cette chose qu'on subit, si tu veux, tous les jours, finalement, parce que c'est des croyances qui s'autogénèrent, hein, qui continuent. En fait, c'est de l'énergie renouvelable. Elle n'est pas bonne, mais elle est là. Donc, cette énergie renouvelable-là, finalement, si je comprends bien, c'est elle qui nous dissocie finalement de ce qu'on est. Ouais, absolument. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, pour être un peu plus précis, c'est notre identification à ce mental qui font qu'on s'éloigne de ce que nous sommes. Alors, juste une petite précision, quand j'ai vu ta vidéo, parce que je préparais, si tu veux, cette interview, je me suis dit, tiens, je vais voir sa masterclass, parce que je t'ai dit que c'était assez intéressant. Il y a un truc, en fait, une expérience, si tu veux, que tu as fait d'ailleurs en live, qui est très intéressant, et j'aimerais que tu reviennes dessus, c'est le fait de se poser la question, qui pense? Alors, c'est vrai que, alors moi, à titre personnel, je fais cette expérience depuis quelques années. En fait, j'observe, si tu veux, les pensées, comment elles se construisent. C'est fait de manière archaïque et empirique, parce qu'il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de cadre. Mais le fait de se poser cette question-là, c'est vrai que quasiment très peu de personnes se posent cette question. Pourquoi je pense ce que je pense? Comment ça s'est imposé, cette pensée? Parce que c'est un peu du Matrix, c'est-à-dire c'est la pensée en elle-même qui s'observe penser. Non, parce que là, tu pars du principe que c'est la pensée qui observe la pensée. Or, la conscience ne pense pas. La conscience, d'un point de vue du zéro mental, la conscience, ce n'est pas du mental. D'accord? Ou plutôt, si tu préfères, on va plutôt donner la définition de ce qu'est le mental. Le mental, c'est l'ensemble des idées et des images que tu as dans ta tête relatives aux souvenirs du passé, à l'anticipation du futur, à l'interprétation, la surinterprétation du présent. D'accord? L'observateur ne pense pas. Le mental vient dans l'observation et filtre l'observation. Et à partir de là, donne des focus sur l'observation. Donc, il y a une double présence. Donc, il y a une présence, si tu préfères neutre. Oui. Okay, il y a une présence neutre, un état témoin neutre. Et à l'intérieur de ça, il y a un mental qui fonctionne et qui donne des points de focus, des points de repère, des points de comparaison. D'accord? Ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est ceci, c'est cela. Tout ça, c'est le filtre de croyance. D'accord? C'est le filtre mental. Est-ce que Freud a le ça, il me semble? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas l'état témoin, pourquoi il n'est pas mental? Parce que lorsque le mental s'effondre complètement, il y a toujours le témoin qui reste présent. Et c'est ça qui permet au zéro mental de dire qu'en fait, le témoin ne pense pas et qu'il y a une présence qui n'est pas mentale. Alors, cette présence et ce témoin qui peut être antérieur à ce mental, au niveau de l'évolution individuelle de chaque être humain, est-ce qu'il a une forme d'intelligence? La présence? Cette présence, en fait, le nous, le vrai nous, sans toutes les croyances, est-ce qu'il y a une forme d'intelligence? Je dirais que c'est l'intelligence même. D'accord. En fait, c'est pour enchaîner sur ma prochaine question. D'accord. C'est pour glisser vers quelque chose qui est un peu plus large que la thérapie, mais dont la thérapie peut-être puise, c'est le symbolisme. C'est quelque chose moi-même qui m'intéresse. J'ai vu que tu en usais très très souvent quand justement tu parles de cette thérapie, de cette méthode, qui donne énormément d'analogies et de métaphores. Et ce moi, si tu veux, tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que finalement, ce moi réel qui n'est pas pollué par ce mental, par ces projections et ces croyances qu'on a sur la réalité, qui ne sont pas forcément, généralement pas toujours la réalité vraie, est-ce que c'est ce réceptacle finalement, cet endroit où s'exprime la symbolique, non pas que de l'homme lui-même, mais la symbolique de l'homme dans son environnement? Parce que tu donnes énormément de métaphores et c'est aussi l'une des choses qu'utilisent les praticiens en hypnose, se servir de cette disposition qu'on a humainement de comprendre les métaphores
et de leur donner sens, est-ce que ce moi, c'est-à-dire expurger, nettoyer de ce mental toxique, est-ce que c'est l'endroit où s'exprime cette symbolique-là, ces métaphores dans la vie? Parce que très souvent, tu le sais, quand tant que thérapeute, les gens viennent te voir et te disent des choses comme j'en ai plein le dos, tu vois, des choses assez symboliques finalement. Alors, non, ça ne serait pas l'endroit dans lequel s'expriment les métaphores, c'est l'endroit qui précède tout le mental, qui précède le corps physique, qui précède la matière même. Et que les métaphores, je dirais que les métaphores, elles sont plus, je dirais, des clés mentales pour tenter de définir une réalité. D'accord. C'est-à-dire que Attends, je tourne ça dans ma tête, hein, parce que c'est… Vas-y. C'est toi qui as voulu me brancher là-dessus. Hein. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que si tu te lèves le matin, j'avais fait un post ce matin sur Facebook sur la levée du soleil, sur cette chose qu'on appelle lever de soleil, de ce truc-là qui brûle dans notre ciel et puis quand on ne fait plus attention. Tu sais que dans toutes les civilisations, il y a quand même même celle d'aujourd'hui, il y a une symbolique qui est universelle. C'est une symbolique, tout à l'heure, tu as parlé du verbe, il y a quelque chose qui précède le verbe ou qui succède au verbe. Les civilisations, de manière très générale, dans l'absolu, doivent répondre collectivement et individuellement à plusieurs questions très essentielles, notamment celle que tu as citée tout à l'heure, qui suis-je, finalement. Et la deuxième question, l'effet qui se coule, c'est quelle est ma légitimité ici? Qu'est-ce que je fais? Quel est le sens de ma vie? Et ce sens-là, donc, il peut être théorisé, si tu veux, collectivement par le mental, ce mental collectif, par les croyances, mais il y a quand même au-delà de cette croyance-là, de ce mental-là, il y a je ne sais pas si on peut appeler ça croyance, ou une vérité, si tu veux, absolue, très simple, très viscérale, qui s'exprime peut-être dans le mal-être, dans des personnes qui viennent te voir, qui te disent, écoute, j'en peux plus, je vis un mal-être ou j'ai un blocage, je n'arrive pas à me l'expliquer, parce qu'il y a comme une friction entre une réalité intérieure de ce moi qui souffre et puis une projection mentale qui contredit l'épanouissement de cet être intérieur. Donc, c'est pour ça, en fait, je te posais la question de ce réceptacle, ce que vous appelez peut-être Jung le subconscient collectif ou la symbolique collective. Il y a quand même une symbolique un peu collective qui ne tire pas forcément sa existence que du mental collectif, que de la philosophie ou que de la production mentale, si tu veux. Pour ça, je te posais la question, est-ce que pour toi, tu penses que ce moi qui est observateur, il ne serait pas finalement soit un réceptacle de ces métaphores, de cette symbolique qui existe, ou sinon le générateur de cette symbolique? Écoute, moi, ce qui me vient, c'est plutôt de te dire que le fameux moi initial, le fameux absolu, le soi, appelons-le comme on veut, la présence, c'est un peu comme un bocal, d'accord? Et à l'intérieur duquel tu mets toutes les symboliques, tous les archétypes, tout ce qui concerne le monde en général. D'accord. Je dirais même la mémoire akashique, tu la mets dedans. D'accord. Mais si tu veux, le réservoir, tu peux le prendre, tu le vides, ok, tu l'enlèves, il n'a pas besoin de tout ça pour être. D'accord. Il est libre de ça, il est avant ça. Tant qu'on essaye de le chercher dans le bocal, on ne le trouvera pas. Du coup, il faut sortir du cadre. C'est une sortie du cadre même. Donc, alors, est-ce que tu élargis le cadre? Parce que, question fourbe, est-ce que tu casses le cadre ou est-ce que tu élargis le cadre? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un cadre ou pas? En fait, c'est la vision sans cadre, si tu préfères. D'accord. Donc, ça serait la dissolution du cadre. Et je précise que cette dissolution, déjà, si elle est momentanée par des expériences qui vont pas forcément durer très longtemps, peu importe, c'est la prise de conscience que ça t'apporte au moment où le cadre il est tombé. D'accord. C'est de prendre conscience en fait de cette vérité, peut-être momentanée, mais de l'existence de cet état.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et il y a de nombreux êtres libérés, des maîtres spirituels, des sages, appelons-les comme on veut, qui parlent de la vérité. Alors, on n'utilise pas trop ces mots-là parce que surtout en hypnose PNL, on est au courant que tout est tellement filtré par les croyances que c'est un peu malvenu de dire qu'il y aurait une vérité. Oui. D'accord? Mais quand toutes les vérités, toutes les croyances, toutes les pseudo-vérités qu'on a sur nous, le monde tombe, alors certains sages, certains maîtres spirituels disent que c'est la vérité. La vérité, c'est qu'est-ce que nous sommes, c'est quoi la nature du réel et du non-réel. Et tout converge dans ce sens. Et quand une personne, donc thérapeute ou pas, hein, fait cette démarche, donc si tu veux, il y a un chemin qui l'amène vers cette… Parce que chacun a un chemin un peu différent. Euh, on peut remplacer le mot chemin par souffrance. Donc, si une personne poussée par une souffrance vient te voir ou vient voir une personne de ton équipe pour te dire, écoute, je souffre de ça et j'ai envie de dépasser ça. Donc, la personne vient avec même une croyance sur sa souffrance personnelle, une perception de ça. Donc, toi, tu l'accueilles, tu l'accompagnes. Si elle arrive finalement à sentir ou ressentir ce point, cet état, même pour 10 secondes, si tu veux, ou 5 secondes, comment ça se passe après, dans sa vie, post-thérapie? Ok, je comprends ce que tu veux dire. Déjà, je suis obligé de te rappeler que si une personne vient nous voir, on va agir avec l'outil qui nous semble le plus approprié. Quelqu'un qui est, je sais pas, qui a un deuil à faire, on va utiliser des outils pour l'aider à faire son deuil. On ne va pas forcément la brancher sur le point zéro, tu comprends? D'accord. C'est comme si tu me dis, voilà, il y a une voiture qui est à réparer, on va démonter tout le moteur, on enlève tout. En fait, tu agis par couche. On agit en fonction, on a une boîte à outils et on agit en fonction de s'il y a un clou, on prend un marteau, s'il y a une vis, on prend un tournevis et ainsi de suite. Tu vois, on ne va pas forcément prendre le bazooka pour tuer une mouche. Surtout que quelque part, le point zéro, ça peut nécessiter quand même ça nécessite une maturation de la conscience du consultant. C'est-à-dire que si il y en a, on leur demande de se poser la question qui suis-je ou qui pense, je peux t'assurer qu'en fonction de l'implication et je dirais j'aime pas parler de niveau parce que c'est pas vraiment ça, mais du niveau de conscience de chacun, on va pas du tout avoir les mêmes réponses, la même pertinence de réponse. Donc le jeu, il est déjà biaisé en fonction de là où la personne elle part. Il n'y a pas la même maturité, si tu préfères, pour répondre à certaines questions. Donc, il n'y a pas le même terrain. Maintenant, quelqu'un qui vivrait le point zéro, je préfère te dire que ça va être aléatoire en fonction de réaction, mais c'est certain que ça va vraiment faire tomber des croyances et pas toujours celles qu'on est en train de traiter. C'est-à-dire qu'une expérience de point zéro peut agir en toi sur un plan qui est tout à fait inconscient, mais vraiment, quoi. Et c'est seulement plus tard que tu te rends compte que, ouais, mais en fait, depuis ce jour-là, il y a ça qui n'existe plus, quoi, ou il y a ça qui ne fonctionne plus de la même manière. Et puis, il y a toutes les croyances, je dirais plutôt du conscient, sur la réalité, sur ce qu'est le réel, le non réel. Quand tu sors, entre guillemets, de cette matrice, parce que c'est ça, hein, je veux dire, on ne va pas se mentir, hein, c'est une sortie de la matrice. Ce que j'allais te dire tout à l'heure, ça rappelle en fait la fameuse scène dans Matrice où il lui tend en fait 2 pilules. Ouais, c'est ça. Quand tu as cette connaissance-là, tu ne peux plus revenir en arrière. Alors voilà, disons qu'en fait, le retour dans un soi-disant arrière, il se fait avec une conscience augmentée. Il se fait avec la conscience. C'est un petit peu comme si tu vis depuis le début dans une pièce noire, tu te cognes contre les meubles, et un jour, il y a la porte qui s'ouvre, tu te prends une grande bouffée d'oxygène, tu vois qu'il y a le soleil, il y a des jardins, il y a des bruits super, et la porte, elle se referme. Voilà. Tu n'as plus la même conscience. À ce moment-là, tu sais qu'il existe autre chose. Je veux dire, tous les livres pourraient te raconter autre chose, ou tous les mecs qui sont dans la pièce avec toi pourraient te raconter autre chose que tu ne les croirais jamais. Parce que de ton expérience directe, tu as vécu quelque chose. On parle de la connaissance. Voilà. Alors, on parle de prise de conscience, si tu préfères, d'une dimension différente dont tu as pris conscience. C'est une nouvelle dimension, c'est-à-dire que… oui, si tu préfères.
Si tu Mais ouvres les yeux, là, tu vois la porte s'ouvrir et tu vois un joli truc machin, et que ça se ouais. referme, c'est une connaissance de quelque chose d'autre. Ok, tu peux appeler ça comme ça. Je ne l'appelle pas trop comme ça. Pourquoi? Parce que souvent, la connaissance, la somme de connaissances ne sauvera jamais l'individu. La somme de connaissances, elle est dans le mental. Et c'est vraiment un gros obstacle parce qu'à un moment donné, il faut abandonner toutes les pseudo-connaissances pour rencontrer ce qu'on appelle l'inconnaissable. C'est la limite de la métaphore que je viens de te donner. Toute métaphore, d'un point de vue du point zéro, est limitée parce qu'elle va au-delà du mental. Donc la métaphore, elle a quand même sa limite. Les Alors, métaphores, elles sont très très bien quand tu travailles que sur le plan mental, hmm. mais quand tu tentes de décrire ce qui est au-delà du mental, ça, il y a toujours des limites potentielles. Alors, juste pour préciser, parce que quand je te disais connaissance, c'est au sens étymologique, c'est-à-dire que c'est pas connoté, si tu veux, c'est pas coloré. Connaissance au sens de connaître, c'est-à-dire que tu as connu un autre état. Ok, C'est juste ça, en fait. C'est pas forcément connaissance au sens intellectuel, au sens mental. ok, C'est une ok. connaissance d'un état. En fait, tu prends acte, tu prends conscience, tu prends de quelque chose d'autre. Et du coup, c'est une question que je voulais te poser dès le début, mais j'ai oublié. Euh, Ça ressemble, en fait, si tu veux, jusqu'au point où tu me parles de différents outils, donc ta boîte à outils qui te permet justement de d'accompagner, de prendre des personnes à un moment de leur vie ou à un moment on va dire, de leur problématique, de leur souffrance. Euh, Jusqu'à ce moment-là, on pourrait, si tu veux, si on n'est pas vraiment versé dans la méthode, pourrait se dire c'est une forme de méditation. Parce que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe, par exemple, chez les dévots, les soufis. Euh, ils appellent ça la traduction un peu barbare, la dispersion de soi. En fait, l'annulation de soi, si tu veux. L'annulation de soi, absolument, c'est ça. Et donc, jusqu'à ce point-là, on pourrait penser que c'est une forme de méditation ou de spiritualité, jusqu'au moment où tu as parlé des outils. Alors, dans cette démarche-là, dans cette démarche thérapeutique, quels sont les outils qui sont à ta disposition pour prendre en charge une personne qui viendrait te voir avec toute la palette, si tu veux, de problématiques et de souffrances que peuvent avoir les gens. Ok. Alors déjà, bah, tu vas avoir la version épurée et accélérée de l'hypnose dite ericksonienne, PNL, hein, version épurée et accélérée. Donc, on a vraiment pris ce qui fonctionne, je dirais, ce qui a un effet efficace, rapide, etc. Par-dessus ça, tu vas ajouter un étage. L'étage, c'est justement celui de la zone de méditation, la zone silencieuse, la zone du mental off. OK. Et par-dessus ça, tu vas rajouter encore un autre étage qui est celle du point zéro. D'accord. Donc, ça ressemble à un parcours initiatique quand même. C'est-à-dire que initiatique de sa propre vérité, de soi, entre guillemets, de soi. C'est vrai que c'est un bon prétexte pour le faire. C'est ça. Moi, j'aimais dire à un moment donné que j'avais créé un piège à thérapeute. C'est-à-dire C'est-à-dire. que j'attirais, entre guillemets, les thérapeutes sur Ah oui, beaucoup j'ai compris. D'accord. d'hypnothérapeutes sur justement des notions de base qu'ils avaient envie de mieux maîtriser et de leur rendre la vie C'est plus le petit facile. Parce fromage. voilà, on leur faisait gagner entre un tiers et la moitié de leur temps de travail déjà. Et Oui. puis, une fois qu'ils avaient ce fameux mental switch, ce fameux changement rapide qui est la base première du zéro mental, on leur disait, ouais, mais vous savez, il y a quand même un truc, un étage au-dessus, c'est le mental off, le silence mental, etc. Alors, ils étaient chauds pour ça parce qu'ils se disaient, ouais, après tout, ouais, ça m'intéresse de savoir reprogrammer l'inconscient de l'autre avec du silence mental. Et une fois qu'ils étaient sur le mental off, je leur disais, mais vous savez, maintenant vous êtes en mental off, vous avez compris, maintenant il y a l'annulation personnelle, parce que le mental off, c'est un peu la récréation, hein, c'est la maternelle. Et du coup, clac, ils allaient dans le point zéro. Mais c'est des gens qui ne se seraient jamais inscrits sur un point zéro, parce que ça leur paraissait trop loin, trop abstrait, Alors, ou alors… justement, pour ça, je t'ai posé la question justement avant de parler de tes outils. C'est quelque chose qui, si tu veux, peut être très concret pour un thérapeute. Quand tu lui parles c'est des mots qui chantent dans son oreille. Quand tu lui dis hypnose, PNL, tu vois, c'est quelque chose voilà. Si quelqu'un vient du monde de l'hypnose, par exemple ericksonienne, c'est quelque chose qui va lui parler. Ça va créer une jonction. Il est sécurisé, si tu veux, parce que tu prends 100 personnes, tu vas leur parler, tu prends 100 thérapeutes plutôt, pour être précis. On sent thérapeute et tu leur parles de mental switch, de mental off et de point zéro,
je suis quasiment sûr que tu vas perdre 80% des personnes qui vont dire c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est de la thérapie? Est-ce que c'est de la méditation? Et c'est pour ça c'est Ouais. Salim, intéressant. Oui, Salim, le truc, c'est quoi? C'est dis-moi. qu'il y a 20 ans, ou peut-être 25 ou 30, je ne sais pas, tu mettais 100 thérapeutes dans une salle, tu leur parlais d'hypnose, tu les perdais. C'est Oui, pareil. Dès que tu proposes quelque chose de nouveau, forcément, tu perds entre guillemets des gens. Mais c'est là que justement qu'on suit son chemin. Moi, j'aurais pu effectivement dire ouais, hypnose ceci, hypnose cela, et puis faire mon truc comme ça. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être 100% raccord oui. avec ce que j'amène. Peut-être qu'on est un peu en avance aujourd'hui sur les idées des gens, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont très sensibles à ça. Aujourd'hui, prends conscience d'une chose. Tu as ce qu'on appelle le développement personnel. Bon, c'est bon, on n'apprend plus rien là-dessus aux gens, là-dessus, d'accord? Oui. Ok, on est saturé de développement personnel. Et puis maintenant, on passe dans une phase de dépouillement personnel, c'est-à-dire plus la méditation, on se dépouille, on enlève des choses, plutôt que d'en rajouter toujours, on en enlève, on en enlève, on en enlève, d'accord? Et puis la phase suivante, c'est la fameuse annulation personnelle dont tu as parlé, dont les soufis font part, et Mm. c'est le point culminant de ce que tu appelles de ce chemin initiatique. Alors c'est vrai qu'on peut perdre des gens, mais rappelons-nous d'une chose, il y a la pédagogie qui est là. C'est-à-dire que les gens, ils ne s'arrêtent pas à Mental Switch, Mental Off.0. Si on Oui. leur parle 5 minutes, on les accroche en 5 minutes. Et puis ensuite, ils continuent. Après, s'ils n'aspirent pas à développer ça parce qu'ils ont l'impression de déjà tout connaître ou qu'ils ont l'impression d'être complètement étrangers à ça, qu'ils n'ont pas envie de le connaître, je dirais que Alors, ça les regarde. justement, en parlant avec Jordan Verrou, j'avais fait son interview la semaine passée. On avait notamment parlé de ce cadre. Tu sais que dans les écoles, dans les grandes écoles, même les petites écoles, alors c'est un processus pédagogique. On est obligé de passer par une, on va dire une réflexion un peu linéaire sur la façon de pratiquer sa pratique. Euh, Protocole, induction, anamnèse, tu vois, tout le délire. Et j'ai l'impression que énorme, et ça, j'ai, si tu veux, énormément de témoignages de praticiens, notamment en hypnose, qui me disent que il y a un problème avec ces cadres, il y a un problème, ça ne marche pas tout le temps, c'est rigide. Et peut-être que c'est le moment, en fait, que tu dis peut-être que tu es en avance, peut-être pas. Peut-être que c'est vraiment le moment où les gens, parce que les gens commencent, enfin, certains praticiens commencent à se rendre compte de la limite des pratiques qui existent aujourd'hui, que comme toute vérité temporelle, elle est interchangeable, elle peut évoluer, et que aujourd'hui, tu me parles de point zéro, on pourrait le nommer d'ailleurs autrement, mais toi, tu as choisi ce nom-là. La question que j'aimerais te poser, peut-être finir sur cette question-là, à moins que tu veuilles dire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a après le zéro mental? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme nouvelle ou comme différentes façons d'être épanoui, d'être heureux? Ah, pour moi, je dirais le point zéro, si on revient là-dessus, sur cet aspect culminant du zéro mental, hein, juste ça pour l'instant. Pour moi, c'est le point culminant du cheminement, parce que c'est la libération de nos chaînes. Nos chaînes ne sont uniquement que dans nos illusions et dans notre mental, dans nos systèmes de croyances. Donc, jusqu'à se libérer de l'idée même de la mort. D'accord? Donc, bon, moi, perso, ça me suffit. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah, écoute, peut-être, mais je ne suis pas sûr à ce moment-là que c'est quelque chose qui pourra je dirais, s'expérimenter dans ce monde, hein. Je ne sais pas, moi, s'il y a d'autres mondes ou pas, hein. Ce n'est pas ça, hein. Mais non, je pense, à mon humble avis, que c'est le point culminant. Et c'est, encore une fois, pas le zéro mental qui le dit, hein. C'est depuis la nuit des temps que c'est véhiculé. Donc, si on pouvait déjà atteindre ce point initiatique culminant dont tu parles, ben, ce sera déjà top. Et je vois pas si tu veux, je vois pas autre chose, si ce n'est ensuite pouvoir laisser cette nouvelle conscience infuser dans le monde. D'accord. C'est intéressant parce que ça renvoie, en fait, si tu veux, parce que c'est une expérience humaine, ce que tu me racontes depuis une heure, c'est vraiment une expérience humaine qui, pour ma part, hein, s'étend dans les temps anciens. C'est une démarche qui existe, hein, qui a toujours existé. Peut-être un peu moins dans la civilisation dite occidentale, la civilisation moderne, qui s'est plutôt concentrée sur l'avoir, sur le fait de posséder, la possession des choses. Tout à l'heure, tu as parlé de manière très intéressante du dépouillement. Le post-développement personnel commence un peu à se dépouiller. Si tu veux faire inverser la machine, les vapeurs, se dépouiller un petit peu de tout ce qu'on a possédé intellectuellement, émotionnellement, physiquement, etc. Et j'ai l'impression que
peut-être, pour préciser ma pensée, dans cette civilisation moderniste, pas forcément en France ou ailleurs, hein, moderniste, actuelle, mondialisée, on commence un petit peu à faire à renverser les vapeurs, revenir à quelque chose d'un peu plus ancestral. Parce que quand tu regardes la symbolique des civilisations, tu vas... En fait, ça tournoie autour d'un mot que tu as dit il y a 2 minutes sur la mort, transcender la mort. Et finalement, c'est la condition humaine. C'est comment donner un sens à sa vie. Et quand tu parles de vie, tu sais qu'il y a la mort qui n'est pas loin. Et comment donner un sens justement à son absence, à sa non-vie, à sa mort, à sa rupture avec ce monde-là. Et ce point zéro, quelque part, c'est une façon de gagner en éternité, de gagner je ne sais pas comment l'exprimer autrement sans passer pour un marabout. Donc, est-ce que c'est une expérience qui ressemble à ce que je viens de décrire, ce point-là, ce moment-là? Est-ce que ça ressemble à une forme de, peut-être pas de lévitation existentielle, mais de présence absolue? C'est ça, c'est complètement ça. C'est ce que certains vont appeler s'éveiller à l'éternité. Je savais qu'il fallait titiller un petit peu pour que... s'éveiller à l'éternité. Ben, écoute, c'est une très belle phrase. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est OK, c'est cool. Super, super. Ben, écoute, Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un site internet? J'ai oublié de parler de ton livre parce que tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, vous allez sur zeromental.com et vous y trouverez de nombreux éléments qui sont en accès libre. Vous y trouverez un film sur un éveil au point zéro, justement, si vous êtes intéressé sur cette notion-là. Vous trouverez des démonstrations de séances type changement rapide aussi. Vous trouverez le modèle H, qui est en fait la nouvelle lecture qu'on apporte à l'hypnose grâce à l'infusion du point zéro dans l'hypnose thérapeutique. Donc, le processus de déshypnose dans son ensemble. Vous trouverez tout un tas de choses et notre chaîne YouTube, etc., avec pas mal de vidéos aussi. Donc, vous pourrez la chaîne YouTube qui porte le même nom, Zéro Mental? Zéro Mental, ouais. D'accord, très bien, très bien. Écoute, merci beaucoup Frédéric pour cette discussion sans cadre. Avec plaisir. Finalement. Et alors, pour les praticiens et les thérapeutes qui veulent en savoir plus, donc zeromental.com. Moi, je suis Salim Bouterfas. Je me présente toujours à la fin. J'accompagne les praticiens bien-être à développer leur activité tout en kiffant leur vie, leur race. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce concept, lecoindespraticiens.fr, vous trouverez toutes les informations. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle interview avec un nouvel invité singulier. Merci Frédéric. Ciao. Ciao.